Salut tout le monde, c'est Jérémy, le Xiaomi 13T Pro vient de sortir et moi ça fait quelques semaines que je l'utilise comme téléphone principal. La série T est une série qui offre habituellement un rapport qualité-prix intéressant reprenant les points importants de la gamme standard tout en offrant un tarif plus abordable et je dois dire qu'encore une fois c'est le cas cette année. On profite aussi du partenariat avec Leica et je pense que les habitués de la marque seront assez contents de voir que le capteur macro de 2 mégapixels a été remplacé par un téléobjectif. Aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt concentrée sur la partie photo-vidéo, mais pour récapituler les points principaux de ce téléphone, on a un écran AMOLED de 144 Hz, un Mediatek Dimensity 9200+, une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 120 watts. Des caractéristiques plutôt haut de gamme, mais on devrait rester normalement à un prix d'autour des 800-900 euros. Alors je vous dis normalement tout simplement parce que moi j'ai reçu ce téléphone de la part de Xiaomi Global qui me l'ont envoyé plutôt pour faire une campagne de pré-lancement sur TikTok plutôt qu'une review. Et du coup, ils m'ont pas donné toutes les informations, notamment le prix exact. Donc je mets le lien dans la description maintenant qu'il est disponible, comme ça vous pourrez aller voir le prix, les éventuelles offres de lancement et surtout toutes les caractéristiques précises qui pourraient être utiles pour vous bien entendu. Et comme vous le voyez, le test a déjà commencé car j'utilise ce smartphone pour me filmer directement avec l'audio du téléphone, donc j'ai pas d'accessoires particuliers, c'est ce que vous pourriez avoir avec ce smartphone en utilisant bien entendu des vraies lumières faites pour ça. Voici un exemple de la qualité de la caméra selfie. Donc là on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps au maximum. On n'aura pas de 4K sur ce capteur selfie comme c'est habituellement le cas sur les smartphones Xiaomi malheureusement. Comme vous le voyez, la qualité est plutôt pas mal. On peut se déplacer, on a quand même de la stabilisation, il n'y a pas trop de saccades. Mais effectivement on sera limité à de la Full HD. Alors je vous ai pris aussi quelques photos avec la caméra selfie. Ici rien de particulier à dire, c'est assez constant sur les différents téléphones. Et on passe sur l'application. Alors nous voici dans l'application photo, comme vous le voyez, ici on va avoir le menu qui est propre aux téléphones qui sont faits en partenariat avec Leica. On va avoir les couleurs noires et rouges. Et en haut à gauche, comme vous pouvez le voir, on peut choisir entre Leica Vibrant et Leica Authentique. Donc authentique pour avoir des couleurs plus proches de la réalité et le mode vibrant pour avoir des couleurs plus vibrantes, plus saturées comme vous pouvez le voir ici. On a tout de suite en dessous la possibilité d'activer ou désactiver le HDR. On va pouvoir aussi retrouver tous ces menus en cliquant sur la petite flèche qui se trouve sur la gauche. Donc en haut on peut mettre le HDR en automatique. On a ensuite la possibilité de mettre un système de mise au point, de suivi de mouvement. Donc s'il y a un sujet, vous appuyez dessus, puis dès qu'il va se déplacer, le focus va rester dessus. On a ensuite la partie filigrane, donc pour avoir le fameux filigrane avec le mode Leica juste en bas. D'ailleurs, comme vous voyez, il y a un petit i en haut à droite et c'est assez présent sur pas mal de menus. C'est finalement pratique pour savoir à quoi servent les différentes fonctions. Donc là, comme vous le voyez en haut, le mode normal où on a quelque chose d'assez épuré en termes de filigrane. Et ensuite le Leica blanc, donc avec la bande qui est juste en dessous, qui va avoir le petit logo qui est juste là, l'objectif qui a été utilisé, à quelle ouverture il était, à quelle vitesse, etc. Si on revient en arrière, on va désactiver ce filigrane et le suivi du mouvement. Là, on peut reprendre pour choisir le Leica authentique ou le vibrant. On peut ensuite mettre un minuteur, quelque chose d'assez classique. On a une fonction qui s'appelle assistance caméra. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à la faire fonctionner avec mes autres appareils Xiaomi. Sur d'autres appareils, on a un mode qui s'appelle Xiaomi Directeur. Ici, on a ce mode-là. J'ai pas pu le faire fonctionner avec ma tablette ou mes autres smartphones de la marque. Donc je sais pas est-ce que c'est propre à cette série de smartphones ou encore un nouveau type de collaboration qu'ils ont mis en place, mais qui du coup ne marche pas avec tous les téléphones. Le mode directeur fonctionne entre ma tablette et mes deux autres appareils, donc c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ont encore créé un nouveau mode, mais en tout cas celui-ci, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ensuite, on peut choisir le ratio de l'écran, si on veut utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les différentes scènes. On peut faire des rafales chronométrées, donc un certain nombre de photos avec un intervalle, ce qui permet pourquoi pas par la suite de faire des timelapses manuellement, donc ça peut être intéressant d'avoir cette fonctionnalité là en plus. On peut utiliser le flash, la grille, pour savoir si on veut une grille ou pas, pour pouvoir peut-être mieux faire sa composition. Et ensuite on a aussi le mode Tilt Shift que personnellement j'utilise jamais, mais qui est disponible là aussi. Ensuite en bas on a d'autres paramètres de disponibles. Donc là c'est tous les paramètres qui peuvent être utiles en fonction des cas. Par défaut il n'y a pas forcément besoin d'aller les modifier, mais on les voit que ça soit pour la partie photo et vidéo, la stabilisation d'image, le HDR10+, qu'est-ce qui se passe quand on éteint l'écran, ce genre de choses. Il y a plusieurs choix possibles, on peut désactiver le son du déclencheur. Donc là, c'est du classique. Ici, toujours sur l'interface photo, on peut bien sûr venir utiliser l'ultra grand angle, le grand angle ou le téléobjectif x2. Et si on rappuie sur le x2, on peut passer jusqu'en x5, x10 ou même x20. Donc l'objectif
optique sera jusqu'au x2 bien sûr, et après ça sera du numérique. On a aussi tout en haut, je ne sais pas si on voit très bien, je vais mettre ma main ici, tout en haut on peut utiliser différents filtres. Donc là on va avoir plusieurs filtres Leica, comme vous pouvez le voir, avec du noir et blanc, différentes couleurs. Donc tout ça, ça a été fait en collaboration avec la marque, et puis dès qu'on arrive au-dessus, on n'a plus la mention Leica, donc là c'est plus des filtres faits avec eux, mais des filtres qui sont faits directement par Xiaomi. En dessous on a la partie embellir, qui permet aussi de affiner les visages, ce genre de choses. C'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser personnellement. La partie vidéo, donc là on va avoir à peu près la même chose, on peut toujours passer entre les différents capteurs bien entendu. On a aussi la partie filtre, là aussi on peut utiliser différents filtres en vidéo. Si on revient ici, toujours dans la partie tout en haut à droite, on peut aussi choisir le mode embellir, puis on a aussi un mode bokeh pour le flou d'arrière-plan, mais cette fois en vidéo, mais quand on l'active on va passer en Full HD comme on le voit tout en haut à gauche, on n'aura plus de 4K. Sur la partie gauche, comme je vous le disais, tout en haut à gauche on peut choisir la fréquence d'image, donc là on est en 4K jusqu'à 4K 60 sur le capteur principal, mais on peut même passer en 8K 24 fps, mais comme vous le voyez ici on a perdu la possibilité de changer d'objectif, parce que ça ne fonctionne que sur le capteur principal. Si on revient sur de la 4K, là on pourra l'utiliser sur les 3 capteurs. Par contre sur le capteur ultra grand angle, on n'aura que de la 4K 30, on n'aura pas de 4K 60 fps, alors que c'est le cas sur le capteur principal et le téléobjectif. Donc si par contre on repasse sur le capteur ultra grand angle, automatiquement on repasse en 4K 24, mais on peut utiliser aussi de la 4K 30 fps. Si on ouvre les petits boutons sur la gauche, on peut choisir de filmer en HDR, on a encore la fonction de mise au point, de suivi de mouvement, le ratio d'écran, la résolution, donc c'est la même chose que ce qu'on a juste au-dessus. On peut utiliser aussi un mode vidéo stable, donc pour que l'image soit encore plus stabilisée, mais cette fois ça nous fera passer en Full HD, et on aura même de la vidéo stable en vidéo stable pro. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la différence, mais c'est vrai que je ne filme pas en Full HD, donc ça ne me sert pas plus que ça. Et enfin, on a un téléprompteur donc, qui permet d'entrer son texte et d'avoir du coup le texte qui défile sur l'écran. Donc pourquoi pas, si vous filmez quelque chose et que vous avez un texte à lire, ça évite d'avoir ça au téléphone à portée de main pour le lire, notamment si on est en train de l'utiliser pour filmer. Ensuite, si on regarde les autres menus, on a le menu document, donc ici rien de particulier. On a le mode portrait, donc là aussi du classique, on peut choisir la qualité du flou, en tout cas si on veut plus ou moins de flou d'arrière-plan. On peut aussi choisir différents portraits, donc dans les styles Leica. Donc je vous mettrai différents exemples pour que vous puissiez voir la différence entre le mode 35 mm, 50 mm ou encore 90 mm. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve sur les différents téléphones qui sont faits en partenariat avec Leica chez Xiaomi, que ce soit sur le Xiaomi 13 Ultra, le 12S Ultra et les 13 ou 13 Pro aussi. Et dans chaque mode on peut cliquer sur la petite flèche pour voir différentes choses. Donc là on retrouve le filigrane, le mode corps complet ou encore des portraits HD. Ici on a le mode nuit, mais de toute façon quand on utilise le mode classique, si on coche l'option, il va aussi passer en mode nuit automatiquement quand il y a besoin. On n'est pas forcément obligé de passer directement dans ce mode là. Et enfin dans la partie plus, on a les fonctions supplémentaires comme le mode 50 mégapixels, la possibilité de faire des panoramas, de l'accéléré, du ralenti ou encore de l'exposition longue. Et puis à chaque fois, comme je vous le disais, en bas à gauche on a la petit i qui va vous permettre de vous expliquer à quoi ça sert, comment l'utiliser, dans quelle fonction l'utiliser. Donc c'est quand même bien fait, même si on ne connaît pas trop, on peut s'en sortir sans devoir aller chercher ailleurs sur internet. Si on repasse tout en bas, on a le mode pro. Je vais juste tourner un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les différents menus. Donc là encore, on peut utiliser l'ultra grand angle, le grand angle ou le téléobjectif. Et ensuite, on va pouvoir choisir chaque paramètre. Donc par exemple, les ISO, on va pouvoir les mettre au minimum. On va pouvoir ensuite choisir la vitesse d'ouverture. Donc en général, on va choisir 2 fois la vitesse d'enregistrement. Donc là, je suis en 30 fps, donc on va se mettre sur 1/60e. Et enfin, ici, on peut choisir le focus. Donc si on veut faire le focus manuel, donc sur quelque chose de près ou de loin, mais ça, on peut le laisser comme ça. Et la balance des blancs. Donc là, on pourra choisir manuellement une balance qui nous convienne pour éviter d'avoir des changements, justement, si on se déplace, si on est dans un environnement très ensoleillé, puis qu'on passe à quelque chose qui est un peu plus à l'ombre, pour éviter qu'automatiquement le téléphone change les différents paramétrages. Donc comme vous le voyez, c'est assez complet. Si on regarde sur la partie gauche, donc là on est sur la partie vidéo, on voit ici qu'on peut activer ou désactiver des options, par exemple le sonogramme pour savoir est-ce qu'on n'est pas trop fort en termes de micro, comme vous voyez sur la partie en haut à gauche. On peut faire la mise au point, on peut choisir la fréquence d'image, on peut aussi filmer en log pour avoir un profil
vous voyez, qui est beaucoup plus désaturé, tout simplement. Ici aussi, on peut retourner sur le petit i pour avoir les différentes explications de ce à quoi ça sert. On peut afficher un histogramme. Là, on a la possibilité de vérifier l'exposition aussi. Donc ça évite d'avoir des zones qui seraient surexposées, comme vous le voyez tout en haut à gauche dans le ciel ici. Si je l'active ou je le désactive, on voit que le ciel est totalement brûlé. On voit plus, on n'a plus de détails à l'intérieur parce que là j'ai fait des paramétrages manuellement qui ne sont pas forcément adaptés. Il faudrait utiliser un filtre ND en plus pour que ça soit plus approprié. Permet aussi d'utiliser les filtres, hein, pourquoi pas, on peut toujours les avoir. Moi je préfère quand même filmer sans filtre et puis le rajouter par la suite si ça m'intéresse de l'avoir. Mais on peut le faire directement si on le souhaite pour faire des petites vidéos assez rapides. On peut aussi passer donc sur le mode photo. Donc là on était en mode vidéo. Et donc sur la partie photo, on va retrouver certains points qui sont les mêmes que sur la partie vidéo, par exemple la vérification d'exposition. Mais ici on va pouvoir choisir le style, on va pouvoir remettre l'histogramme. On peut choisir le mode 50 mégapixels, on peut même faire des photos au format RAW, donc ça permet quand même d'avoir plus de flexibilité et pourquoi pas d'aller plus loin en fait dans son utilisation de ce téléphone. Les filtres sont aussi disponibles hein, comme tout à l'heure et on a même la possibilité ici d'appuyer sur ce petit icône de contraste. Ici en fait ça vous permet de régler l'image directement, donc on va pouvoir changer la teinte, changer la tonalité, est-ce qu'on veut quelque chose plutôt froid, plutôt chaud, et même rajouter ou pas de la texture. Donc ça c'est quand même mieux de le faire en dehors du téléphone parce que du coup si on se rate sur les réglages, on est un petit peu embêté, mais on a la possibilité de le faire quand même, donc c'est tout de même bien de préciser que c'est possible de le faire. Comme on l'a vu dans l'application, on a donc plusieurs modes portrait qui sont présents. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser du coup le téléobjectif x2 pour tout ce qui est portrait. Alors les différents modes, on va pas forcément s'en servir tous les jours, hein, c'est vraiment très artistique, mais je trouve que la partie portrait normale, entre guillemets, fonctionne bien sur les gens et même sur les objets comme vous pouvez le voir. Donc on peut avoir des photos un petit peu plus créatives, on va dire, même dans l'utilisation de tous les jours. Si on passe sur les autres objectifs, donc l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif, donc je les ai je les ai utilisés dans plusieurs situations comme vous pouvez le voir. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a forcément plus de portée que quand le téléobjectif est un objectif macro où finalement personnellement ça me sert jamais, alors que d'avoir un téléobjectif qui correspond à un équivalent de 50 mm, ça permet quand même de ne pas avoir à se déplacer, ou en tout cas qu'on peut pas s'approcher d'un sujet, de pouvoir le prendre en photo. Et je trouve que le résultat est quand même bon. En tout cas, de façon générale, on voit que l'ultra grand angle est celui qui est le moins bon, que ce soit de jour comme de nuit, et dans les différentes situations. L'objectif qui est le meilleur sera l'objectif principal, bien entendu, hein, comme à chaque fois, et le téléobjectif, mais qui a quand même de bons rendus, je trouve, en tout cas du moment que la lumière est présente. Donc on pourra l'utiliser forcément quand on est loin de quelque chose, on pourra l'utiliser pour les portraits. Mais on peut aussi, pourquoi pas, l'utiliser quand on veut faire une photo d'un objet ou quelque chose et qu'on veut éviter qu'il soit un petit peu déformé, parce que l'objectif grand angle qu'on utilise habituellement, c'est l'équivalent à 24 mm, et le 50 mm, donc sur le téléobjectif x2, quand même plus proche de ce qu'on utiliserait réellement en photographie pour faire des photos de gens, des photos d'objets, ce genre de choses, pour garder les bonnes proportions. Je vous ai aussi fait quelques photos en utilisant jusqu'au zoom x5, x10 et x20. Bon, par contre, dès qu'on arrive sur le x5, on voit qu'on est quand même sur un zoom numérique et plus un zoom optique. Donc on voit tout de suite la différence. Donc il faudra mieux essayer de se limiter au x2, ce qui, en fonction des situations, n'est pas assez élevé, parce qu'on ne peut pas finalement faire des photos de quelque chose qui est très éloigné, mais on va dire que c'est toujours mieux que ce qui était proposé jusqu'à maintenant, en tout cas sur cette gamme de smartphones. Je vous ai aussi fait quelques photos avec le mode 50 mégapixels, donc là ça permet de zoomer encore plus dans l'image, d'avoir beaucoup plus de détails. Par contre les fichiers sont 2 fois plus gros, on est autour des 12 mégapixels, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser tout le temps sans raison, mais si on sait qu'on veut vraiment peut-être recadrer cette photo, ou peut-être vraiment l'utiliser pour faire quelque chose, la retoucher, etc., ça peut être intéressant d'utiliser ce mode de temps en temps. Pour la partie nuit, comme vous voyez, j'ai fait aussi des photos avec les différents objectifs dans différentes situations. Là, ça reste la même chose. L'ultra grand angle sera le moins bon dans cette situation. Le capteur principal sera à privilégier pour avoir de beaux détails. Et le téléobjectif s'en sort pas trop mal, mais ça dépend vraiment des situations. Donc c'est vraiment le capteur principal qu'il faut utiliser en priorité. Ensuite le téléobjectif et en dernier l'ultra grand angle, parce qu'on voit sur les bords qu'on manque quand même pas mal de détails quand on zoome légèrement dans l'image. Même forcément sans zoomer à x200 ou je ne sais pas combien, on voit tout de suite qu'on a quand même moins de détails. Mais j'étais plutôt agréablement surpris en tout cas de pouvoir faire de photos quand même de qualité, même quand la luminosité vient à baisser. Pour la vidéo, ça sera le même principe, on garde toujours le même chose, on va avoir plutôt
l'objectif principal qui sera le meilleur, suivi du téléobjectif, puis ensuite de l'ultra grand angle. La stabilisation fonctionne plutôt pas mal, on va dire, plutôt sur là aussi l'objectif principal. Je sais pas exactement lequel est stabilisé ou pas, hein. Comme je vous disais, j'ai pas eu toutes les informations de la fiche technique, donc ça sera à vérifier dans le lien que je vous mettrai dans la description. Là encore, c'est un plus d'avoir ce téléobjectif x2 parce que ça permet vraiment, quand on est en train de filmer une vidéo, de commencer avec par exemple ultra grand angle pour avoir un peu tout l'ensemble de la scène, de passer sur l'objectif principal pour être un petit peu plus près et avoir la meilleure qualité, et enfin de passer sur le téléobjectif x2 pour venir voir un petit peu les détails. Donc c'est toujours intéressant quand on fait une vidéo d'avoir toutes ces parties-là à disposition, et ça permet d'avoir une image finale un petit peu plus intéressante à regarder en changeant de temps en temps. Pour terminer, on a encore un setup photo différent des modèles précédents de cette série T. Sur le 11T Pro, on avait par exemple le capteur 108 mégapixels, sur le 12T Pro, on avait le capteur 200 mégapixels, et maintenant sur ce 13T Pro, on repasse à quelque chose de plus raisonnable, on va dire, à 50 mégapixels. Alors le nombre de mégapixels, ça donne pas de meilleures images, hein. Et ici, ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est qu'on a finalement plus ce capteur macro, et on passe maintenant sur un téléobjectif, ce qui permet d'avoir un téléphone bien plus polyvalent, en tout cas pour moi, qui n'utilisait jamais ce capteur macro que dans certaines situations vraiment très rares. On peut aussi maintenant filmer en 4K sur les trois capteurs. Avant on pouvait pas le faire sur l'ultra grand angle, ce qui est forcément un petit peu dommage si on veut l'utiliser pour faire différents plans. C'est toujours sympa d'avoir à la fois l'ultra grand angle, le grand angle, et maintenant le téléobjectif, tous les deux en 4K dans la même vidéo, donc c'était un petit peu dommage de ne pas avoir ça. On a aussi le partenariat avec Leica. Alors pour les différents filtres, bon, il n'y a rien d'incroyable, hein, c'est pas ça qui va vous changer la vie en utilisant ce téléphone, mais ça permet quand même d'avoir un téléphone qui respecte les standards de la marque, ce qui veut dire aussi qu'on va avoir normalement une meilleure qualité d'image, ou en tout cas ils feront peut-être plus attention à certains détails. Je trouve donc qu'on a quand même une évolution sur cette partie photo, en tout cas les points que je remontais l'année dernière, comme le fait de ne pas pouvoir filmer en 4K sur l'ultra grand angle, ou ce capteur macro qui revenait chaque année, qui commençait quand même à être désagréable au bout d'un moment, et ici on a réussi à passer ça, donc c'est plutôt une bonne évolution. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce changement dans les commentaires, et on se voit dans la prochaine vidéo.